Donc bonjour à tous, et je suis aussi ravie d'être là et d'être associée à cette session FMC sur l'hyponatrémie. Et bien sûr, je remercie la commission scientifique de la Société marocaine d'écologie de m'y avoir associée. Donc merci Yassamine pour cet excellent exposé, et je viens derrière toi pour des choses un peu plus pratiques. Alors l'hyponatrémie, déjà on l'a définie par une concentration plasmatique de sodium qui va être inférieure à 135 millimoles par litre. Alors c'est le trouble hydroélectrolytique que vous allez rencontrer plus fréquemment en pratique clinique. Vous allez rencontrer ça beaucoup chez les sujets en ambulatoire, mais aussi chez les patients hospitalisés. 30% des patients hospitalisés dans les études épidémiologiques, 30% font de l'hyponatrémie, mais cette hyponatrémie n'est réellement urgente et nécessite un traitement symptomatique que dans 1-2% des cas. Cette hyponatrémie, vous allez voir, peut avoir une symptomatologie variable et surtout une symptomatologie neurologique. Cette hyponatrémie aussi a une morbimortalité importante, et vous voyez sur ce diagramme que même à des taux qui ne sont pas encore dans la définition de l'hyponatrémie, eh bien on va avoir une augmentation de la morbimortalité. L'hyponatrémie aussi a un coût économique. Juste pour avoir une idée, aux États-Unis, c'est estimé à 2 milliards de dollars par an. Alors je vais faire de brefs rappels, mais je vais aller très vite parce que tout a été dit par Yassamine. Et puis ensuite, je vais rentrer dans les manifestations cliniques et vous montrer un petit peu la démarche diagnostique. Alors je reviens sur cette dia qui me semble importante pour reparler des osmoles osmotiquement actives et inactives, parce que quand vous êtes face à une hyponatrémie, il va falloir calculer l'osmolalité efficace, la tonicité, et non pas l'osmolalité globale. Donc on a dit tout à l'heure que l'urée était une petite molécule qui diffusait librement de part et d'autre de la cellule, de la membrane cellulaire, et donc l'urée n'a pas les capacités de provoquer un gradient osmotique et donc pas de mouvement d'eau. Au contraire, donc tout ce qui est sodium, potassium et ions et anions n'ont pas les capacités de traverser librement cette membrane cellulaire, donc nécessite un transport actif. Et toute modification de l'osmolalité de part et d'autre de la membrane cellulaire, de ces cations, de ces anions, peut entraîner un gradient osmotique et un mouvement d'eau. Donc en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est quand est-ce que l'hyponatrémie va entraîner des conséquences, c'est-à-dire un mouvement d'eau avec une hyperhydratation intracellulaire. Donc si vous voulez, quand vous êtes face à une hyponatrémie, calculez la tonicité, c'est-à-dire la somme des substances qui sont osmotiquement actives, c'est-à-dire 2 fois le sodium et le potassium, plus la glycémie. Et la glycémie, on considère que c'est une osmole active en l'absence d'insuline. Alors, souvent on fait des erreurs en pratique clinique. Il y a une hyponatrémie, une vraie hyponatrémie hypotonique. Il y a les capacités d'entraîner un mouvement d'eau et donc une hyperhydratation intracellulaire et donc un œdème cérébral. Et le résident me dit non, elle n'est pas hypotonique. Pourquoi? Parce qu'il a associé l'urée, et quand l'urée est très élevée, on peut ne pas avoir une osmolalité basse. Donc quand vous êtes devant une hyponatrémie, calculez la tonicité. Et donc ce sont les modifications de la tonicité qui vont entraîner des mouvements d'eau. Et donc c'est les variations de la tonicité qui sont le reflet de l'hydratation intracellulaire. Alors, vous l'auriez compris, et ça Yassamine l'a bien expliqué, la variable régulée dans le métabolisme de l'eau, c'est l'osmolalité efficace. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on a une augmentation de l'osmolalité, on va avoir une régulation des sorties par l'ADH, la sécrétion d'ADH qui va agir au niveau du tube collecteur pour réabsorber l'eau, et par la soif qui va réguler les entrées. Donc ça, c'est le stimuli osmotique de la sécrétion d'ADH. Et puis, on a un autre stimulus qui est le stimulus hypovolémique. Dès que vous avez une hypovolémie ou une baisse de la pression artérielle,
vous voyez que même pour des osmolalités qui sont encore normales, eh bien, vous allez avoir une sécrétion d'ADH. Et vous avez aussi, comme l'a dit SMI, une sécrétion d'ADH provoquée par un stimuli ni osmotique, ni hypovolémique, mais par des nausées, de la douleur, etc. C'est les hyponatrémies qu'on voit en post-opératoire. Un autre rappel, c'est l'équation d'Edelman qui me semble importante et qui dit que, au final, l'osmolalité efficace totale de l'organisme, c'est l'osmolalité efficace de chacun des secteurs. Vous savez que dans les différents compartiments de l'organisme, que ce soit l'intra, l'extracellulaire, et dans l'extracellulaire, le secteur interstitiel ou plasmatique, il n'y a pas de différence d'osmolalité. Ce sont toutes les mêmes dans les différents compartiments. Donc Edelman, il dit que l'osmolalité efficace totale de l'organisme, finalement, équivaut à l'osmolalité plasmatique. Et c'est la somme des osmoles intra-extracellulaires sur l'eau totale. Et on peut dire, en simplifiant, que c'est les anions plus les cations sur l'eau totale, ou 2 fois le sodium plus potassium sur l'eau totale. Et comme la natrémie, c'est un petit peu la moitié de l'osmolalité efficace globale, on peut dire que la natrémie va être égale au sodium échangeable plus potassium échangeable sur l'eau totale. Et à partir de cette équation, on peut déterminer un petit peu les différentes étiologies de cette hyponatrémie. Alors l'hyponatrémie peut être due à une déperdition de sodium plus importante que la déperdition d'eau, et là vous allez avoir un volume extracellulaire qui est abaissé. Donc ce sont toutes les hyponatrémies que vous allez avoir dans les pertes digestives, les diarrhées, les vomissements, les pertes extrarénales, c'est les pertes extrarénales, et les pertes rénales, c'est l'utilisation des diurétiques, les insuffisances surrénaliennes, etc. L'hyponatrémie peut aussi être due juste à un gain d'eau, et vous allez avoir un volume extracellulaire qui est normal, et ce sont toutes les hyponatrémies liées à la sécrétion inappropriée d'ADH. Et enfin, vous pouvez avoir dans le dernier cas de figure, donc une augmentation du sodium, mais avec une augmentation plus importante de l'eau. Et ce sont les situations où vous allez avoir une augmentation du volume extracellulaire, c'est tout ce qui est insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, insuffisance hépatocellulaire dans les cirrhoses. Mais vous l'auriez compris, dans toutes ces situations, il y a toujours un excès relatif d'eau par rapport au sodium. Donc l'hyponatrémie est toujours synonyme d'une augmentation relative de l'eau par rapport au sodium total de l'organisme. Et je reviens à ce qu'a dit SMI, l'hyponatrémie, ce n'est pas un problème de sodium, c'est toujours un problème d'excès d'eau par rapport au sodium total de l'organisme. Donc c'est un désordre de la balance hydrique. Et l'hyponatrémie est due dans plus de 90% des cas à une sécrétion d'ADH par stimulus volémique inadapté à cette situation d'hyponatrémie, et plus rarement, donc dans 10% des cas, à une intoxication à l'eau. C'est chez les potomanes ou les gens qui ont une charge osmotique faible, comme les sujets âgés qui absorbent une très grande quantité d'eau et qui n'ont plus la capacité donc d'éliminer leur charge osmotique. Donc, sur le plan pratique, l'hyponatrémie, il faut la doser. On définit l'hyponatrémie quand elle est inférieure à 135 millimoles par litre. Il faut mesurer la tonicité plasmatique, et on parle d'hyponatrémie hypotonique quand la tonicité est basse, inférieure à 275 millimoles par litre. Il faut aussi éliminer les fausses hyponatrémies dont vous a parlé Yassamine. Et là, je reviens sur ce petit schéma qui est explicite. En fait, la pseudo-hyponatrémie qui est due à une augmentation du taux de protides ou du taux de lipides, c'est juste un artefact de mesure du laboratoire. Alors, certains laboratoires mesurent la natrémie par potentiométrie indirecte. Ça veut dire quoi? Que sur le plasma, qui est constitué d'une phase liquide et d'une phase solide, ils mettent un volume fixe de diluant et ils vont aller mesurer la natrémie ici. Quand vous avez une augmentation de cette phase solide, ce qu'on voit dans les myélomes, augmentation du taux de protides ou une augmentation du taux de triglycérides dans les pancréatites ou les hypertriglycérides familiales,
vous avez une diminution de cette phase aqueuse, et quand vous rajoutez le volume fixe de diluant, ben de facto, vous allez avoir une dilution de la phase aqueuse et une fausse hyponatrémie. Donc, quand vous avez une hyperprotidémie ou une hyperlipidémie, utilisez les formules de correction que vous avez donc sur vos tablettes ou sur ordinateur. Il faut aussi éliminer les hyponatrémies hypertoniques. Tout simplement, c'est les situations où vous avez une substance qui est osmotiquement active et qui va entraîner un shift d'eau de l'intracellulaire vers l'extracellulaire et qui va diluer en fait le sodium plasmatique. C'est ce que l'on voit dans les acidocétoses diabétiques. Et c'est ce qu'on appelle les hyponatrémies de translocation. Et ces hyponatrémies ne vont pas entraîner, si vous voulez, une hyperhydratation intracellulaire. Et vous avez aussi des formules ici pour corriger la natrémie en fonction de la glycémie. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette hyponatrémie hypotonique qui a le potentiel d'entraîner une hyperhydratation intracellulaire. Et tout le challenge de l'hyponatrémie, c'est le risque de l'hydratation intracellulaire cérébrale et le risque de l'œdème cérébral. Parce que sinon, on ne parlerait pas de tout ça. Alors, on classe l'hyponatrémie selon 3 critères. Donc, on parle d'hyponatrémie profonde en dessous de 120 millimoles par litre. On parle d'hyponatrémie modérée entre 120 et 129. Et on parle d'hyponatrémie légère entre 130 et 135. On classe aussi l'hyponatrémie en fonction de sa vitesse d'installation et on a pris le seuil de 48 heures. Alors ce seuil n'a pas été pris au hasard, c'est le seuil nécessaire aux cellules cérébrales pour permettre une adaptation de leur osmolalité interne par rapport à l'osmolalité plasmatique. Et on classe aussi l'hyponatrémie en fonction de sa symptomatologie essentiellement neurologique, en fonction, on dit, soit elle est associée à des symptômes sévères ou modérément sévères, et l'urgence thérapeutique va être à ce niveau-là. Alors, quelles sont les manifestations cliniques de l'hyponatrémie? Il faut savoir que le système nerveux central est extrêmement vulnérable à l'hyponatrémie parce que la barrière hémato-encéphalique est imperméable au sodium. Vous avez ici les astrocytes qui sont sur le capillaire cérébral et qui sont la première ligne de défense du cerveau contre cette baisse de l'osmolalité, qui vont ouvrir des aquaporines pour entraîner donc un mouvement d'eau de l'extra vers l'intracellulaire. Et donc, quand ces astrocytes sont soumis à une hyposmolalité brutale, ben, ça va entraîner un œdème cérébral. Alors, ces cellules cérébrales, Yasmine en a parlé tout à l'heure, elles vont s'adapter en 2 phases. Une phase rapide qui va être la sortie d'osmole ionique, c'est-à-dire du sodium, du potassium, du chlore et de l'eau pour essayer d'équilibrer l'osmolalité intracellulaire avec l'osmolalité externe, mais cette phase est limitée parce qu'il y a une histoire d'électroneutralité intracellulaire à maintenir. Et la deuxième phase, qui est un peu plus longue à se mettre en place, c'est la sortie de ces osmolites organiques, comme la taurine, la glycine, l'iositol, donc qui vont continuer à permettre d'équilibrer donc l'osmolalité interne intracérébrale avec l'osmolalité externe et éviter que la cellule finalement ne gonfle. Alors quand vous soumettez ces cellules qui se sont adaptées, qui ont mis du temps à s'adapter à un stress osmotique, c'est-à-dire lorsque vous corrigez cette hyponatrémie trop rapidement, eh bien certaines cellules qui ont mis longtemps à s'adapter ne vont pas supporter ce stress osmotique et ça va entraîner une rupture de la barrière hémato-encéphalique avec une entrée massive de cytokines inflammatoires et de compléments qui vont entraîner au niveau cérébral donc une démyélinisation. Et c'est ça le problème de la démyélinisation osmotique liée à l'hyponatrémie. Alors les symptômes liés à l'hyponatrémie, c'est essentiellement des symptômes neurologiques. Donc dans les hyponatrémies modérément sévères, on dit que ce sont celles qui sont associées à des signes comme les nausées, les vomissements, un peu de confusion, un peu de maux de tête. Et les symptômes sévères, ce sont les malades qui arrivent avec des convulsions, avec des troubles de la conscience importants et parfois, donc ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire. Alors, on dit aussi que l'hyponatrémie peut être asymptomatique. Et ça, c'est une étude qui a essayé de voir, d'évaluer le risque, de voir si en fait ces patients qu'on considérait vraiment comme asymptomatiques, qui venaient à pied, qui avaient un examen neurologique normal,
eh bien, on voulait voir si en fait il n'y avait pas, est-ce qu'ils ne manifestaient pas des signes. Et on s'est rendu compte que ce sont des gens qui chutaient beaucoup plus que les autres et qui avaient des troubles cognitifs et des troubles de l'attention. Donc quand on dit qu'une hyponatrémie est entre guillemets asymptomatique, ben, ce n'est pas si asymptomatique que ça. Ça, c'est une étude qui a été faite il y a quand même assez longtemps, enfin, plus de 10 ans. C'est une étude cas témoin. Ils ont pris des patients hyponatrémiques, ils ont comparé à des patients normonatrémiques, et ils se sont rendus compte qu'après ajustement à des variables comme l'âge, comme le sexe, etc., les patients avec des hyponatrémies légères, hein, qui étaient considérés comme pratiquement, enfin, comme n'ayant rien du tout, ben, ces gens-là, ils chutent 67 fois plus que les autres. Et ils ont essayé aussi, enfin ils ont vu les troubles cognitifs et ils ont fait des tests de l'attention chez ces patients qui étaient considérés comme asymptomatiques. Eh bien, les temps de latence pour répondre aux exercices de l'attention et les sommes d'erreurs étaient beaucoup plus importants chez les patients hyponatrémiques par rapport aux patients normonatrémiques. Et ils ont même pris des patients qu'ils ont alcoolisés un petit peu et ils ont refait ces tests-là dans cette population de patients alcoolisés. L'hyponatrémie, les patients qui ont de l'hyponatrémie ont plus de troubles cognitifs que les patients qui sont alcoolisés. Alors, quelle est la démarche diagnostique devant une hyponatrémie? Alors, voilà comment ça se passe dans la vraie vie. Première étape, c'est de calculer l'osmolalité plasmatique, l'osmolalité efficace. J'insiste, il faut calculer la tonicité plasmatique. Et pour retenir donc une hyponatrémie hypotonique avec le potentiel d'entraîner une hyperhydratation intracellulaire. Et bien sûr, en cours de route, il faut éliminer donc les pseudo-hyponatrémies ou les hyponatrémies hypertoniques. Si vous avez des symptômes sévères, c'est-à-dire hyponatrémie hypotonique avec symptômes sévères, c'est une urgence thérapeutique. Parce qu'il y a un œdème cérébral, il faut soulager le cerveau. S'il n'y a pas de symptômes sévères, vous êtes dans la forme asymptomatique et vous êtes en dehors de l'urgence, et dans ce cas, vous allez mener un traitement symptomatique en dehors de l'urgence. Donc les symptômes sévères, on en a parlé. Quand vous avez des patients avec hyponatrémie hypotonique, avec des symptômes modérément sévères comme une léthargie, un malaise, des céphalées ou des symptômes extrêmement sévères comme obnubulation, il faudra donner du sérum salé hypertonique. Démarche diagnostique, donc pour faire le diagnostic étiologique d'une hyponatrémie, ben ça passe par une prise en charge clinique et donc un interrogatoire d'abord qui va quantifier les apports en liquide. La liste des médicaments, c'est important. Combien de fois on a vu en consultation des patients qui ont une hyponatrémie? Et quand vous jetez un œil sur leur ordonnance, vous allez trouver des diurétiques, des anti-inflammatoires, parfois des anticonvulsivants, souvent des antidépresseurs, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, le séroplex, très souvent prescrit pourvoyeur d'hyponatrémie. Voyez ce qu'il y a dans les ordonnances de vos patients. Évaluer le temps d'installation, ça c'est pas toujours facile. Quand on vous appelle aux urgences ou en hospitalisation pour voir un malade, souvent vous n'avez pas cette notion de savoir est-ce que ça s'est installé vite ou en moins de 48 heures ou en plus de 48 heures. En moins de 48 heures, c'est souvent des causes iatrogènes. C'est les hyponatrémies par erreur de réanimation, les hyponatrémies post-opératoires. Vous avez des bilans avant-après, vous pouvez savoir. Ou alors, je pense que Mohamed va en parler, les hyponatrémies des grands marathoniens, donc des ultramarathoniens qui partent avec une conscience tout à fait normale et qui arrivent à la ligne d'arrivée en faisant des comas brutaux. Mais sinon, si vous n'arrivez pas à évaluer le temps d'installation, il faut considérer que c'est une hyponatrémie chronique. Évaluer la volémie, rappelez-vous de l'équation d'Edelman. Vous avez, si votre volume extracellulaire est normal, c'est plus des sécrétions inappropriées. Si c'est très élevé, c'est plus de la rétention d'eau et de sel, mais plus d'eau que de sel. Et dans ce cas, c'est l'insuffisance cardiaque, la cirrhose, etc. Et si le volume extracellulaire est normal, ben vous êtes dans les hyponatrémies hypovolémiques. Alors, très important, test obligatoire. Quand on vous appelle pour faire la démarche diagnostique d'une hyponatrémie et que vous trouvez que le réanimateur ou le résident ou l'interne a déjà donné du sodium ou des diurétiques, vous êtes mal barré parce que vous n'allez pas pouvoir interpréter ces trois données. Il faut faire, c'est très simple, hein, un prélèvement sanguin, un spot urinaire.
prélèvement sanguin, c'est pour calculer l'osmolalité efficace, la tonicité. Le spot urinaire, c'est pour pouvoir savoir si l'osmolalité urinaire de cette personne qui a fait une hyponatrémie est adaptée ou inadaptée à cette hyposmolalité plasmatique. Parce que normalement, quand on est en hyposmolalité, la réponse physiologique du rein, c'est d'éliminer beaucoup d'eau libre et donc d'avoir une osmolalité urinaire basse. Donc, j'ai une hyponatrémie hypotonique, je vais vite aller voir mon osmolalité urinaire pour voir est-ce qu'elle est adaptée à cette hypotonie ou est-ce qu'elle n'est pas adaptée. Et enfin, la concentration urinaire de sodium, ça sera pour affiner le diagnostic et pour voir si vous êtes en hypovolémie ou en euvolémie. Alors, il y a des tests additionnels à faire quand vous ne pouvez pas interpréter par exemple la natriurèse parce que le malade a été mis sous diurétique, vous pouvez utiliser la fraction d'excrétion de l'urée. D'autres tests, à mon sens, sont importants à demander dès le départ, la TSH par exemple, ou le cortisol, parce que l'hypocortisolémie ou l'hypothyroïdie peuvent parfois prêter à confusion avec le syndrome inapproprié d'ADH. Donc, première étape, on a dit calculer la tonicité plasmatique. Deuxième étape, calculer l'osmolalité urinaire. Yasamine vous l'a montré, c'est 2 fois sodium plus potassium, plus urée, plus glycémie dans les urines. Alors on voit la réponse rénale. Si elle est inférieure à 100 milliosmoles, inférieure à 100, ça veut dire les capacités maximales de dilution de l'urine. Si on est dans ce contexte-là, c'est qu'on a une osmolalité urinaire qui est adaptée à cette hyponatrémie. Ça veut dire que ce sont les potomanes, ce sont des gens qui ont bu une très grande quantité d'eau et qui vont l'éliminer. Il n'y a pas de problème d'ADH ni quoi que ce soit, et donc ils vont essayer de l'éliminer dans une très grande quantité d'eau, sauf qu'ils font de l'hyponatrémie parce qu'ils boivent tellement qu'ils dépassent les capacités maximales de dilution de l'urine. Ça, Yasamine vous l'a bien expliqué. Et si l'osmolalité urinaire est inadaptée, c'est-à-dire au-delà de 100 milliosmoles par litre, eh bien, on est dans des syndromes d'antidiurèse inappropriés. Ça veut dire qu'il y a une sécrétion d'ADH qui n'a pas un stimuli osmotique, mais probablement un stimuli volémique ou un autre stimuli comme nausée, vomissement, médicaments, ou une sécrétion ectopique d'ADH, comme vous allez voir dans les étiologies du syndrome inapproprié. Troisième étape, c'est d'évaluer la volémie. Première étape, je calcule l'osmolalité plasmatique et je vois si je suis dans l'hyponatrémie hypotonique vraie. Deuxième étape, j'évalue l'osmolalité urinaire pour voir s'il y a une réponse adaptée, inadaptée. Troisième étape, j'évalue ma volémie. C'est pas toujours facile, hein. Alors l'hypovolémie, ce sont les malades qui ont appris déshydratation, de l'hypotension, de la tachycardie, de la soif ou de l'hypotension orthostatique. Et l'hypervolémie, ce sont bien évidemment des gens qui ont de l'acide, de l'œdème, de l'hypertension artérielle. Donc, dans l'hyponatrémie hypotonique, avec volume extracellulaire diminué, natriurèse basse, ce sont les pertes extrarénales, digestives, cutanées, etc. Dans les hyponatrémies hypotoniques hypovolémiques, avec natriurèse élevée, ce sont les pertes rénales de sel et diurétiques, les diurétiques thiazidiques. Je vous rappelle que les diurétiques de Lens n'ont pas les capacités d'entraîner une hyponatrémie, parce qu'en général, le furosémide entraîne une diurèse qui est hypotonique. Donc les diurétiques de Lens, pourquoi? Ils agissent, comme vous le savez, au niveau du tube distal, et ils entraînent une diminution de la capacité de dilution du rein, et en plus, ils ouvrent des canaux à eau dans le tube collecteur et favorisent la réabsorption d'eau grâce au gradient osmotique cortico-papillaire. Donc les autres causes, c'est l'insuffisance surrénalienne, les néphropathies par perte de sel. Les hyponatrémies hypotoniques à volume extracellulaire normal, vous avez essentiellement les sécrétions inappropriées d'ADH, accessoirement l'hypothyroïdie et les insuffisances surrénaliennes centrales. Et enfin, les hyponatrémies hypotoniques avec volume extracellulaire élevé, vous avez, lorsque la natriurèse est élevée, les cas d'insuffisance rénale, et lorsque la natriurèse est effondrée, l'hypovolémie efficace, de l'insuffisance cardiaque, de la cirrhose et du syndrome néphrotique explique que donc, il y a une réabsorption de sel au niveau du rein. Donc ça paraît très simple cet algorithme, mais dans la vraie vie c'est très compliqué.
Alors, juste un petit cas clinique, hein, c'était juste pour vous illustrer un petit peu la démarche diagnostique. Patiente de 62 ans qui arrive aux urgences avec des nausées, des vomissements. La famille dit qu'elle a convulsé dans les 2 heures avant l'admission. Elle a un poids 60 kg, une pression artérielle normale, des muqueuses humides, pas d'hypotension orthostatique, pas d'œdème, donc on peut conclure à ce stade-là qu'elle a probablement un volume extracellulaire normal. Voilà son bilan. Donc c'est une hyponatrémie à 113 avec une osmolalité urinaire à 660, donc qui est inadaptée par rapport à l'hyponatrémie. Mais avant, je jette rapidement un œil, et ça doit devenir un réflexe. Ça doit devenir un réflexe sur le taux de glucose pour voir s'il n'y a pas une hyponatrémie de translocation. Je jette aussi un œil sur le taux de protéines et le taux triglycérique pour voir s'il n'y a pas, je ne suis pas dans un contexte de pseudo-hyponatrémie. Chez cette dame, on avait calculé la tonicité plasmatique, elle était largement inférieure à 270 millimoles par litre, donc c'était une hyponatrémie hypotonique, donc avec la capacité d'entraîner une hyperhydratation intracellulaire. Et dans la démarche diagnostique, tout simplement suivant l'algorithme, c'était une hyponatrémie vraie hypotonique, symptomatique, avec une osmolalité urinaire inadaptée. Et c'était une dame qui était euvolémique avec une natriureuse importante, et on avait fortement suspecté un syndrome inapproprié d'ADH. Je rappelle rapidement le diagnostic, ça je vais peut-être passer parce que c'est moi qui devais en parler. Et chez cette patiente, c'était un carcinome anaplasique à petites cellules, donc qui était la cause d'une sécrétion ectopique d'ADH et donc qui était donc à l'origine de son hyponatrémie. Donc les causes des sécrétions inappropriées d'ADH, c'est tout ce qui est pathologie maligne, pathologie respiratoire. Je vais juste insister sur ça, parce qu'on passe parfois à côté de choses en consultation. Je réinsiste dessus. Les malades qui sont sous thiazidique, par exemple, et chez vous donnez un anti-inflammatoire non stéroïdien, un anticonvulsivant, un antidépresseur, ce sont tous des paramètres mis les uns à côté des autres qui peuvent entraîner de l'hyponatrémie. Pensez-y donc chez des patients hyponatrémiques que vous voyez en consultation. Alors, quelles sont les mesures communes de prise en charge de ces hyponatrémies? Donc, le principe du traitement va bien évidemment dépendre de 2 choses. C'est surtout la vitesse d'installation de ces hyponatrémies et la présence de symptômes. Ce qui détermine l'urgence à traiter dans l'hyponatrémie, c'est les hyponatrémies aiguës et les hyponatrémies associées à des symptômes neurologiques sévères. Alors, les hyponatrémies aiguës, même si vous les voyez à un stade où elles ne sont pas encore symptomatiques, mais attention, il faudra les traiter de manière agressive parce que ce sont des hyponatrémies qui peuvent évoluer vers une forme sévère. Et à chaque fois que vous avez un signe neurologique, ça veut dire qu'il y a de l'œdème cérébral, il faut aller soulager rapidement cette cellule cérébrale. Devant toute hyponatrémie sévère, symptomatique, il est essentiel de se fixer des cibles et de ne pas les dépasser. Si vous les dépassez, c'est la démyélinisation. C'est le syndrome de démyélinisation osmotique qui peut être grave. Donc, la vitesse de correction, vous savez, devant une hyponatrémie sévère, vous n'avez pas besoin d'augmenter la natrémie de 10 à 12 millimoles par litre et par jour. 3-4 millimoles, c'est suffisant. Fixez-vous comme objectif d'augmenter la natrémie uniquement de 3-4 millimoles. Et il ne faut surtout pas les dépasser les 10 millimoles par 24 heures et les 18 millimoles par litre par 48 heures. Sinon, gardez à l'esprit le risque de démyélinisation osmotique. Et dans ces formes qui sont sévères, urgentes, il faut bien sûr monitorer la natrémie toutes les 2 heures. Alors ça, c'est une étude qui avait rassemblé tous les cas d'hyponatrémie, tous les cas rapportés d'hyponatrémie avec convulsion au départ et chez qui on avait des données sur l'augmentation de la natrémie. Donc, chez ces gens-là, dans toutes ces séries, ils ont donné du sérum salé hypertonique, ça marche. Et dans tous ces cas rapportés, ils ont estimé qu'une augmentation de 4 à 6 millimoles maximum, c'était suffisant pour avoir une réversibilité des signes neurologiques. Quand vous n'êtes pas en situation d'urgence, en absence d'urgence thérapeutique, eh bien, il faut augmenter tout doucement, beaucoup moins rapidement la natrémie et cibler uniquement 6 millimoles, 6 à 8 millimoles par litre et par 24 heures.
Pourquoi? Parce que si vous y allez trop vite, le risque de démyélinisation osmotique. Alors le problème, c'est que quand vous traitez une hyponatrémie symptomatique sévère rapidement et que vous dépassez les cibles, c'est-à-dire vous êtes par exemple à 14 millimoles par litre, ben vous ne le voyez pas tout de suite. Votre malade, il va bien, il va se réveiller, il va manger, il va parler, etc. Cette démyélinisation osmotique, ça va être dans les 2 semaines qui vont suivre la correction rapide. Donc l'intervalle, c'est à peu près au-delà du 6e jour. Et vous allez avoir apparition de signes neurologiques, mutisme, dysarthrie. Dans le pire des cas, c'est la tétraparésie. Mais avec des gens qui restent conscients de leur environnement. C'est ce qu'on appelle le Wilson syndrome. Et quand vous avez, ça c'est dans les myélinolyses qui atteignent la région pontique. Mais il n'y a pas que la région pontique qui peut être atteinte, et vous avez aussi le risque de démyélinisation extrapontine avec ces personnes qui vont peut-être faire des troubles de l'oculomotricité. L'imagerie, c'est l'IRM. Elle est retardée, malheureusement, c'est dans les 6 semaines. Et les patients qui sont le plus à risque de faire une démyélinisation osmotique, c'est les patients dénutris, c'est les personnes âgées, c'est les personnes alcooliques. Donc attention, ne corrigez jamais trop vite une hyponatrémie. 4 à 6 millimoles par 24 heures, c'est largement suffisant. Allez-y tout doucement. Alors juste, je vous rapporte un cas clinique vécu. C'est une dame qui avait une iléostomie de décharge et chez qui le chirurgien devait faire un rétablissement de la continuité et qui ne voulait pas, le réanimateur ne voulait pas l'endormir parce qu'elle avait une hyponatrémie. D'ailleurs, j'ai vécu ce cas avec Aïda. On l'a réhydraté uniquement en sérum salé. Et vous allez voir que les hyponatrémies, hypotoniques, hypovolémiques, quand vous rétablissez la volémie et quand vous arrêtez brutalement le stimuli volémique dû à l'ADH, la vitesse de correction, ça peut aller très vite. Et on a eu une correction un petit peu plus élevée que 12 et on a réagi. On a baissé, on a donné du sérum salé, du sérum hypotonique, du glucosé, on a ramené l'hyponatrémie. Mais comme c'était une dame très dénutrie, c'est une dame qui a fait un syndrome de démyélinisation osmotique, c'est une dame qui est décédée malheureusement. Donc je vous dis, c'est des choses qui sont réelles, qu'on peut vivre. Il faut faire très attention, en particulier chez les patients qui sont malnutris. Alors, le problème, c'est que la prise en charge thérapeutique, il n'y a rien à faire. C'est du traitement symptomatique. Et aujourd'hui, les anciennes publications dressaient un tableau noir du pronostic de la démyélinisation osmotique. Aujourd'hui, les auteurs disent que c'est possible qu'il y ait des récupérations neurologiques. On peut récupérer ces malades. Donc, quand vous avez une démyélinisation osmotique, le message, c'est de ne pas baisser les bras. On peut avoir des récupérations. Et sur le plan radiologique, vous voyez, c'est en T1 un hyposignal en T1 et un hypersignal en T2 de la région quantique. Alors, je reviens à l'équation d'Edelman, comment corriger l'hyponatrémie. Tout ça, je ne vais pas en parler, c'est d'agir sur l'eau totale de l'organisme. Je ne vais pas en parler, ça c'est Simone qui va en parler. Je vais parler, mais voilà, je vais parler surtout du sel hypertonique. Alors, j'ai mis aussi le KCl. Attention, quand vous avez une hyponatrémie hypotonique, hypokaliémique, le fait de donner des sels de potassium, ça va corriger votre hyponatrémie. Quand vous donnez du potassium ou du sodium, ça va corriger l'hyponatrémie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez donner du potassium, il va y avoir un échange sodium-potassium entre l'intral et l'extracellulaire. Donc pour chaque minimum de potassium que vous allez donner, ça va être échangé contre un minimum de sodium. Donc quand vous corrigez l'hyponatrémie, prenez en considération le potassium que vous allez donner. Donc comment on fait pour traiter dans l'urgence ces hyponatrémies avec symptomatologie sévère? C'est le sérum salé hypertonique à 3%. Alors ça, c'est les recommandations européennes de la Société d'endocrinologie. Ils disent dans leurs recommandations qu'ils sont très embêtés parce qu'ils n'ont pas ce sérum salé hypertonique à 3% qui est prêt, mais il le faut préparer par leur pharmacie. Alors nous non plus, nous n'avons pas le sérum salé hypertonique à 3%. Je vous ai mis ce qu'il y avait dans les recommandations, mais c'est facile à reconstituer. Donc le sérum salé hypertonique, il faut donner 150 ml de sérum salé hypertonique à 3%.
ou 2 ml kg chez les patients qui sont dans les poids extrêmes, c'est-à-dire très maigres ou très gros, sur 20 minutes. Et puis on fait un contrôle la natrémie. Alors idéalement, si on a les gaz du sang, c'est mieux parce que ça vous donne un résultat immédiat. Si il persiste des symptômes neurologiques, vous pouvez aller jusqu'à 2 fois encore ce 150 ml de sérum salé à 3%, et il faut viser une augmentation de 4 à 6 millimoles, pas plus. Si le malade ne s'améliore pas, il faut reconsidérer le diagnostic. Peut-être qu'il a des lésions neurologiques autres qui expliquent donc la persistance de la symptomatologie. Alors, dans les recommandations, ils disent aussi qu'il faut traiter l'hyponatrémie aiguë, même sans symptômes, parce que ce sont des gens qui peuvent faire une aggravation de leur état neurologique, et c'est basé sur le même principe. Donc une infusion IV unique de 150 ml de sérum salé à 3% sur 20 minutes. Quand vous avez des hyponatrémies chroniques asymptomatiques, légères à modérées, il faut éviter tout ça. Il faut éviter les stratégies qui visent uniquement à augmenter la natrémie. Par contre, quand vous avez des hyponatrémies un peu profondes, même asymptomatiques, vous avez bien vu que l'asymptomatique n'existe pas réellement, ce sont des gens qui chutent, qui font des troubles d'attention, etc. Chez ces gens-là, il faut quand même augmenter, mais de façon très lente, la natrémie sur 24 heures, en visant aussi pas plus de 4 à 6 millimoles. Alors, comme on le fait dans la pratique, il existe des formules, donc les résidents savent bien utiliser cette formule d'Adrogué-Madias. C'est une formule qui prédit pour 1 litre de liquide perfusé la variation de la natrémie attendue. Donc variation de sodium, c'est 1 litre de la solution de sodium que vous allez infuser, moins le sodium du patient sur l'eau totale, plus 1. Ce 1, c'est en fait le litre que vous allez infuser. Mais attention, attention, cette formule ne prédit pas les sorties et vos prévisions peuvent être loin de ce que... c'est-à-dire que ce qu'elle va vous donner comme variation peut être loin de ce que vous allez avoir dans la vraie vie. Dans les syndromes inappropriés, elle peut largement sous-estimer. Dans les hyponatrémies, hypotoniques, hypovolémiques, elle peut largement surestimer. Je vous donne un exemple. Une hyponatrémie à 116 asymptomatique, normovolémique, on veut augmenter la natrémie de 6 millimoles. La patiente fait 46 kg, on choisit du NaCl à 3%. Alors la formule d'Adrogué-Madias montre qu'un litre va monter la natrémie de 16,5, mais comme on ne veut que 6 millimoles, donc je vais mettre 6 sur 16,5, c'est 320, c'est 0,32 litres ou 320 cc à passer sur 24 heures, donc ça va être 13 millilitres par heure de cette solution hypertonique sur 24 heures. Mais bien sûr, le contrôle biologique régulier, parce que c'est une formule qui ne prédit pas les sorties. Alors, en dehors de l'urgence, ça Simone va en parler, le traitement de l'hyponatrémie non sévère avec expansion du volume extracellulaire, ça va être essentiellement la restriction hydrique et les diurétiques de Lens. Quand vous avez des hyponatrémies non sévères avec déshydratation extracellulaire, ce sont des malades qui sont asymptomatiques. N'allez pas vers le sérum salé hypertonique, c'est uniquement du sérum salé isotonique. Le fait de rétablir la volémie va arrêter la sécrétion d'ADH. Et c'est dans ces situations-là que vous avez des risques de correction rapide. Le traitement symptomatique du CADH, donc c'est la restriction, furosémie, tout ça, Simone va en parler. Je reviens au cas clinique. Pour Madame KH, on peut avoir, il y a des formules qui vous permettent d'estimer l'excès d'eau. Et dans notre cas clinique, l'excès d'eau, c'était à peu près de 7 litres. Alors, quel traitement est-ce que vous allez proposer à cette dame qui a une hyponatrémie hypotonique profonde, symptomatique, une restriction hydrique, du sérum salé isotonique, du sérum salé hypertonique, de l'iso avec du furosémide, d'après vous? C'est une dame qui est symptomatique, donc il faut aller vers l'hypertonie. Alors pour s'amuser, si je donne que de la restriction hydrique, imaginons cette dame, vous avez décidé de la restreindre à 50 ou 60% des apports d'eau. En calculant la clearance en eau libre, on se rend compte que c'est une dame qui retient l'eau. Donc même si vous lui donnez une restriction hydrique à 1 litre, il y a une rétention d'eau libre à 230 millilitres. Et si vous calculez, donc si vous faites son bilan hydrique, le 1 litre qu'elle prend, plus les pertes insensibles, plus qu'elle va retenir, eh bien, elle va avoir plus 430 millilitres d'eau libre. Vous n'êtes pas efficace. Alors, un élément important aussi pour vous aider dans votre monitorage sur le plan pratique,
c'est ce ratio sodium plus potassium urinaire sur le sodium plasmatique. Ça veut dire quoi? S'il est au-delà de 1, la restriction hydrique ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce qu'ils vont éliminer des urines concentrées. Donc ça veut dire qu'il y a encore une réabsorption de l'eau. Par contre, je vais vous le montrer ici, par contre, quand vous avez ce ratio qui est à moins de 1, ça veut dire que vous éliminez des urines qui sont hypotoniques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réabsorption d'eau et que vous allez être efficace avec votre restriction. Donc, quand vous mettez quelqu'un en restriction, voyez ce ratio. S'il est supérieur à 1, ça ne sera pas suffisant, il faudra rajouter autre chose. S'il est à moins de 1, à 0,5, vous allez pouvoir éliminer de l'eau libre. Ça veut dire que le malade commence à éliminer de l'eau libre. Alors, si cette malade avec une sécrétion inappropriée d'ADH, ne faites pas dans les sécrétions inappropriées d'ADH l'erreur de donner du sérum salé isotonique. Pourquoi? Parce que le sérum salé isotonique, ça va apporter 300 milliosmoles par litre d'eau. Et elle est capable d'éliminer jusqu'à 660 osmoles par kilo. Donc en fait, quand je donne 1 litre, les 300 osmoles vont être éliminées dans un demi-litre d'urine et il va me rester 450 qu'elle va réabsorber. Donc si je donne du sérum salé, je vais aggraver mon hyponatrémie. Donc l'hyponatrémie est symptomatique, bien évidemment il faut donner du sérum salé hypertonique. Les symptômes neurologiques se résolvent après une correction de 3-4 millimoles. Il ne faut pas excéder 12. Et si on excède 12, qu'est-ce qu'on fait? On corrige, on arrête le traitement en cours et on infuse du sérum salé hypotonique G5. Il faudra essayer de ramener à une correction inférieure à moins de 10 millimoles par litre et par jour. Et malheureusement, on n'a pas de desmotressine parce que vous pouvez donner une injection IV toutes les 8 heures pour ramener cette natrémie à sa valeur, à une valeur moindre. Donc pour conclure, juste des notions qui je pense doivent être fixées de manière définitive. Hyponatrémie, importance de la notion de tonicité. Quand vous avez une hyponatrémie, calculez la tonicité. Ce n'est pas un problème de sodium. L'hyponatrémie, c'est un problème d'eau, c'est un problème de métabolisme de l'eau. L'équation d'Edelman vous permet un petit peu de vous orienter pour l'étiologie. La classification aujourd'hui détermine la stratégie de prise en charge en fonction de la rapidité d'installation et l'existence des symptômes neurologiques. Et vous l'aurez compris, la gravité de l'hyponatrémie, c'est essentiellement les symptômes neurologiques et le risque d'œdème cérébral. Vous avez aujourd'hui un algorithme que vous pouvez trouver dans les recommandations qui a mieux uniformisé la prise en charge. Et il faut distinguer la prise en charge thérapeutique urgente du traitement de fond. Voilà, je pense que c'était ma dernière dia.